Si je poursuis sur mon expérience personnelle, il y a une dimension dont je n'entends point parler dans cette question d'intégration en immigration francophone. Il s'agit de l'apport de la diaspora. Personnellement, à mon arrivée, j'ai eu la chance d'être en contact avec des gens provenant de mon milieu d'origine, qui m'ont guidée, pavé la voie pour moi et qui m'ont facilité l'intégration. La diaspora a cette capacité de partager son vécu, d'expliquer les embûches, d'informer sur les ressources, d'offrir des raccourcis. C'est qu'aucun service d'établissement ne saurait offrir. Au Canada hors Québec, force est de constater que de plus en plus, on voit des leaders provenant de la diaspora à la tête des services d'établissement. Cela résulte en une vitalité remarquable, car l'intégration devient inclusion. Je soulève cette question de la diaspora comme vecteur d'intégration et d'inclusion des immigrants dans la société, car lors de cette journée, il sera question de recherche, de données et d'analyse, et c'est peut-être un angle qu'il faudra regarder dans le futur. L'intégration des migrants et de leurs enfants. C'est une question fondamentale que Madame Muse vient d'évoquer de manière tout à fait poignante et claire. Et en réalité, ça peut être une sorte d'angle mort dans l'immigration des pays de l'OCDE, dans la mesure où les politiques d'intégration sont très largement axées sur la maîtrise de la langue. Or, évidemment, les migrants qui arrivent de pays francophones ont sans doute moins besoin que les autres d'aide linguistique, encore que ça peut des fois être le cas. Et donc, finalement, on peut être moins accès à l'accueil et aux services d'établissement lorsque ceux-ci sont concentrés sur les problématiques de langue. Alors, on pense à quoi? On pense à la reconnaissance des qualifications acquises à l'étranger, qui, en dépit du fait que l'immigration se fasse dans un espace francophone, pose de grandes difficultés. On pense aux problèmes disons, aux perspectives de mentorat, d'accompagnement des primo-arrivants. Et là, effectivement, comme Madame Muse l'a dit, le rôle de la diaspora est tout à fait fondamental et doit être repensé de manière plus active. Et puis, donc, migrer, c'est passer d'une étape à une autre. Migrer, c'est se construire. Migrer, c'est être ce que la société attend de vous. Mais quand on interroge la migration à nouveau frais, on voit qu'aujourd'hui, pour plusieurs de ces pays, les causes profondes diffèrent en fonction des temporalités. D'abord, pour certains de ces pays, les populations migrent parce qu'il y a une certaine instabilité, il y a des crises politiques qui ne favorisent pas la présence de certaines populations qui préfèrent partir. Donc, c'est le cas de ces pays francophones où aujourd'hui, il y a, faut-il le dire, des conflits ou bien des cas de violence qui font que ces populations ont préféré partir. La crise économique que nous avions connue ces dernières années n'a pas beaucoup aidé. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis les années 70, avec certaines mesures qui ont été prises, nombreuses populations ouest-africaines ont préféré partir et ont pris les routes soit des pays d'un côté ou bien de l'autre. Et on a pu constater récemment qu'il y a un phénomène il y a un fait social, il y a un phénomène très important à prendre en compte pour comprendre les flux migratoires. C'est les questions de variation environnementale ou de changement climatique, pour le dire comme ça. Et comment? Parce qu'avec le changement climatique, pour nombreuses populations, le mode de production a été perdu. C'est le cas des populations qui s'activaient dans le secteur de la pêche ou bien du tourisme. Et le changement climatique a occasionné la perte d'emploi pour nombreuses de ces populations. Mais le changement climatique a occasionné également la présence de grands chalutiers étrangers qui viennent sur les côtes africaines et malheureusement qui pillent les poissons, rendant parfois certains traditionnels pêcheurs en simples ouvriers. Malheureusement, c'est ce que nous vivons dans certaines côtes, dans certaines parties des côtes ouest africaines.
Et souvent, ce sont des situations qui sont décriées par les populations locales. C'est le cas aujourd'hui au niveau du Sénégal, où de nombreuses populations évoluant dans le secteur de la pêche se sont retrouvées dans des conditions de précarité. Malheureusement, elles semblent être abandonnées parce que peu ou pas du tout protégées par le pouvoir en place. Et autant de causes profondes peuvent être évoquées pour parler aujourd'hui pourquoi la migration est dans le quotidien des populations et que ces populations pensent que pour se réaliser, il faut partir. On a eu une féminisation de la migration, on a eu une diversification de la migration, cette migration notamment de pays francophones, et puis surtout on a eu passage à une migration d'une main-d'œuvre, si je puis dire, de plus en plus qualifiée. Ce qu'on a appelé le brain drain, la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est-à-dire des personnes de plus en plus qualifiées qui partent de chez elles, de ces pays dont je viens de vous parler, ou qui sont incitées à partir de chez elles et qui s'en vont travailler dans les centres de recherche européens, canadiens, américains, japonais, et ainsi de suite. Mais là, je parlerai essentiellement de la France et de la province québécoise, de la province du Québec. Et cette forme-là, je pourrais la qualifier de forme finale ou de forme suprême de la migration, puisque désormais, on est en train d'écrémer. On est en train d'écrémer ces sociétés francophones. Si tout à l'heure, Monsieur Dupont, des circonstances actuelles, notamment en matière de crise sanitaire, lorsque vous voyez les statistiques de l'OCDE en particulier, on voit bien qu'entre 20 et 27% des médecins de beaucoup de pays sont d'origine étrangère et notamment d'origine maghrébine ou de pays francophones. C'est également le cas d'ingénieurs, de compétences de toute nature, de personnel qui travaille dans les entreprises automobiles, dans l'aviation, dans l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Et donc, on est passé à ce niveau supérieur où l'on prend désormais, où on incite, c'est cela, pour se rappeler de la phrase que je viens de citer du président Macron, mais accessoirement et parallèlement à cette migration, il y a eu un renforcement de ce qu'on a appelé, de ce qu'on qualifie de migration irrégulière, c'est-à-dire de migration dont on ne veut pas. Et je me demande à ce sujet s'il n'y a pas aujourd'hui un lien entre cette migration des cerveaux, cette migration de personnel qualifié et cette migration irrégulière dont il est question aujourd'hui et qui pose problème, évidemment, un problème notamment politique, à voir ce qui se passe à l'extrême droite. Nous avons produit un rapport, et à travers ce rapport, on a un certain nombre de problématiques, notamment la problématique de pourquoi on ne retourne pas. Je ne reviens pas à pourquoi on est parti, mais pourquoi on ne retourne pas, pourquoi ces migrants ne retournent pas, ou pourquoi certains de ces migrants, et ce sont aussi bien des migrants femmes que des migrants hommes, ils ne retournent pas parce que dans leur pays, je parle ici du cas du Marocain, mais ça peut être aussi le cas tunisien, le cas algérien, le cas sénégalais, le cas ivoirien, ils ne reviennent pas dans leur pays d'origine parce qu'ils ont une espèce de déficit de confiance dans leur gouvernement. Ils pensent que leur gouvernement ne procède pas et ne mène pas les politiques économiques et sociales qu'il faut, non seulement pour relever le niveau économique des classes pauvres et des classes moyennes, mais aussi pour leur permettre à eux, à ces migrants nouveaux, de se réintégrer dans leur communauté d'origine. Ils n'ont pas confiance dans le fait que vous avez, pour un certain nombre de pays, une tendance à l'insécurité, une tendance de plus en plus forte à la radicalisation. Et cette radicalisation est souvent le fait, non pas des populations qui étaient des populations qui vivaient dans la coexistence jusqu'à très peu d'années, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une absence de coexistence pacifique et que les uns et les autres se bagarrent, se disputent avec les autres, sans qu'on en voit le motif évident, sauf que, évidemment, il y a une interférence, soit de puissance étrangère, soit d'une main étrangère, qui fait en sorte, ou qui veut faire en sorte que l'insécurité se maintient dans un certain nombre de régions africaines. Dans quelle mesure on parle de passer de gestion à gouvernance? On a un pacte mondial qui n'a pas
est volontaire si on veut, mais qui donne quand même un certain cadre. Dans quelle mesure est-ce que justement les pactes mondiaux à la fois sur la migration et sur les réfugiés aident à avancer ce que vous préconisez en termes de transition de gestion à gouvernance, de mobilité peut-être plus circulaire où on va un temps, on revient et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ou qu'est-ce qu'il manque au PAC ou qu'est-ce qu'on peut lui donner pour aider à avancer ce que vous présentez? Je crois qu'il faut saluer le développement pacte sur les migrations et sur les réfugiés par ailleurs comme une avancée significative dans cette coopération internationale sur les questions migratoires qui est en retard par rapport à bien d'autres domaines et on sait les difficultés qu'il peut y avoir des fois à se mettre ensemble pour parler de ces questions et le pacte est une avancée indéniable qui couvre l'ensemble des questions, y compris les questions statistiques qui sont à la base finalement de notre connaissance et du débat public. Cela dit, il y a encore un chemin à parcourir pour disons que ça se traduise par des actes concrets qui vont au-delà de projets pilotes et sans doute que disons, la conférence prévue en 2022 par les Nations Unies pour faire une première revue de ce pacte sera l'occasion de mettre ça un petit peu sur la table. Je voulais très rapidement quand même évoquer une question sur la gouvernance des migrations et en revenant à notre problématique francophone. Parce qu'on sait que la question de la langue est essentielle pour l'intégration, c'est même un prérequis à la fois pour l'intégration sur le marché du travail, mais plus fondamentalement sur l'intégration sociale. Ça fait partie des paramètres des politiques migratoires, au Canada notamment, hein, mais aussi dans une certaine mesure en France, puisque pour notamment obtenir la nationalité française, il y a des conditions qui sont assorties. C'est aussi le cas évidemment ailleurs. C'est aussi un ciment entre les pays d'origine et de destination d'un point de vue des échanges culturels. On parlait des migrations étudiantes précédemment, etc. Pour autant, la question de la langue n'est pas pensée par la politique migratoire. Ou si je peux m'exprimer autrement, la question de l'espace francophone, pour ce qui concerne les pays francophones, n'est pas pensée dans la politique migratoire. Or, il y a là, à mon avis, une opportunité qui est peut-être à saisir, de penser la relation entre les pays francophones dans la politique migratoire d'une manière particulière et spécifique, si on veut valoriser le français dans l'intégration et dans les conditions. Peut-être faut-il aussi se poser la question du rôle de l'espace francophone dans la gestion de ces migrations. Et ça me semble être une question qui n'est pas évoquée, et ça ne vaut pas seulement vers les pays de l'OCDE, hein, comme le précisait Ali précédemment, beaucoup de cette migration a lieu sur le continent africain lui-même, ou entre des pays qui ne sont pas forcément membres de l'OCDE. Et donc là, à mon avis, sur la question de la gouvernance, il y a vraiment un espace politique à explorer et voire à combler. Un grand effort qui a été fait avec le pacte, mais il me semble qu'il y a lieu également de relativiser sur certains points et de repenser surtout la question de la migration. Bon, les pays d'accueil n'ont pas tous les mêmes attentes. On a vu que même durant la Covid, certains ont fait des efforts pour donner l'opportunité à des migrants de pouvoir travailler. Pour ne citer que l'Espagne et l'Italie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enjeu financier derrière, il y avait des prêts bancaires qui étaient pris et il y avait des récoltes à faire. Donc, il fallait surpasser tout ce qui était de décision. Deuxième chose, le pacte c'est bien, mais il serait bien de revoir également le profil des migrants. Parce qu'on n'a pas que des migrants qui sont bons pour faire du sport ou qui sont bons pour faire de la cuisine. Il y a également des migrants qui sont bons pour être des universitaires et apporter une contribution
dans le cadre d'une bonne intégration. Cela me semble être important. Et troisième chose, l'idée qu'on a des femmes migrantes comme étant des suiveuses, non. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes migrent au même titre que les hommes et contribuent pour beaucoup à la migration. Moi, je pense que sur le plan des textes, des avancées sont faites, c'est bien. La générosité, elle est là pour une belle collaboration. Mais faut-il qu'on prenne du temps de nous poser et d'interroger avec qui et quel profil et pourquoi pas encourager une chose qui me semble être importante. C'est la migration circulaire. Parce que pour beaucoup de jeunes Africains, ce qui les intéresse, ce n'est pas la fixation, mais d'avoir cette possibilité d'aller, de revenir également. Et je pense que ça peut être une belle opportunité à la fois pour les pays d'origine, pour les pays de transit, également pour les pays d'installation. Lorsqu'on regarde les données sur les immigrants de la catégorie dite économique au Canada, on a presque la parité homme-femme. Et je crois qu'aujourd'hui, cela a été dit par ailleurs, si l'espace anglophone devient beaucoup plus accueillant pour les migrants, ben, ça n'est plus le cas de l'espace francophone. Le malheur pour les pays francophones africains, c'est qu'ils continuent à aller vers la France et à considérer que la France est pratiquement le paradis pour eux. Or, évidemment, les chiffres démontrent qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et puis, je vais conclure peut-être parce que c'est important à l'occasion, peut-être on y reviendra un peu plus tard. Je crois qu'en matière internationale, les pays du Nord, supposément plus évolués à tous les points de vue, ils devraient donner des leçons de comportement, de bon comportement vis-à-vis des migrants aux pays du Sud. Les gouvernements du Nord devraient donner davantage d'exemplarité au gouvernement du Sud. Je ne parle pas ici de la société civile italienne, française, anglaise, ce n'est pas en question. Mais lorsque vous avez une petite embarcation transportant 29 personnes et qui demande de l'aide aux policiers français et aux policiers anglais sans que personne ne vienne à leur aide, c'est évidemment problématique. Et d'où ce décès tragique de ces 27 migrants dont on a vu certaines photos le mois dernier. Et puis effectivement, on va essayer de faire une synthèse de tout ça pour essayer d'arriver avec des propositions qui vont en quelque sorte nous permettre d'avancer, comme le suggère Mélodie, en tirant les leçons du passé, puis surtout ne pas reproduire les erreurs des uns des autres de façon à pouvoir avancer dans cet objectif commun qu'on a d'assurer le bien-être des populations. Donc, je vous remercie grandement.